Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 132, et dans cette chronique je vais vous parler de ce personnage incontournable et ô combien l'histoire n'a pas su le mettre en avant. J'ai nommé le maréchal Joukov. Le maréchal Joukov, non seulement ce fut un grand combattant, grand stratège, mais autant que faire se peut, et à la lumière de beaucoup d'historiens aujourd'hui, ils reconnaissent effectivement que sans cet homme, peut-être que Hitler aurait triomphé. Alors, le 24 juin 1945, le maréchal Joukov sort du Kremlin sur un cheval blanc et au son du soi glorifié de Glinka, joué bien entendu sur la place rouge par 1400 musiciens, s'avance sur cette même place pour passer en revue les troupes avant la grande parade de la victoire, de la guerre patriotique gagnée, ô combien par un sacrifice de 24 millions de soviétiques, qui n'est pas rien. Alors il apparaît, je dirais, comme le plus grand chef militaire soviétique. Bien entendu, à la lumière de l'histoire et des faits, corroborés par une multitude d'acteurs de l'époque, cette situation fut assez dangereuse, d'autant plus que, au-dessus de lui, il y a effectivement Staline. Alors, maréchal de l'URSS, qui se veut un artisan de la victoire, et pour qui il représente une certaine forme, je dirais, de général éclairé, Joukov verra effectivement le climat changer. Effectivement, cela est à déplorer. Ses amis arrêtés, torturés, mais également l'accusation de complot plane au-dessus de sa tête. Et ce sera, à mon corps défendant, bientôt la disgrâce, voire même l'éloignement. Ce n'est que, finalement, au fond, qu'à la mort de Staline et l'arrivée au pouvoir de Khrouchtchev, qu'il sera remis, et dont sa place, dont l'histoire lui rendra justice, qu'il reviendra au premier plan en tant que ministre de la Défense. Alors, bien entendu, on ne pourrait pas lui tenir rigueur d'être un ardent partisan de la déstalinisation dont lui fut victime injustement, et défenseur, je dirais, de Khrouchtchev dans sa dynamique de sortir effectivement l'URSS d'un pesant passé afin d'établir une rupture, afin d'évoluer. Il est pourtant mis à l'écart par ce dernier, exclu du comité central, de son poste de ministre, et ce n'est qu'en 1964 qu'il revient sur la scène publique, et il est définitivement réhabilité en 1971, et il s'éteint effectivement le 18 juin 1974, et Brejnev organisa lui-même les funérailles, mais soyons clairs, sans, je dirais, sans aucun panache. Alors il est important de mentionner que cet homme qui fit de l'ombre de par sa prestance et puis son aura d'avoir sorti les griffes du nazisme, la partie occupée de l'Union soviétique,
Et effectivement, ce fils de moujik, devenu maréchal, je vous renvoie à un ouvrage intéressant qui s'appelle Les auteurs de grandeur et misère de l'armée rouge. Et bien finalement, nous avons dans ses mémoires et dans quelques ouvrages qui aujourd'hui sortent à titre historique, bien entendu, pour l'utilisation d'universitaires en histoire, et comblent, ma foi, les lacunes et les injustices qui ont été commises par l'histoire sur ce grand général que fut le maréchal Zhoukov. Et non seulement il fournit des informations sur l'armée rouge, sur l'Union soviétique, sur les méandres de la politique, je dirais, stalinienne, et il fournit une somme d'informations d'une rare richesse. Aujourd'hui, nous avons accès enfin aux archives de la Pravda, et effectivement, nous avons des éléments nouveaux sur la guerre civile et la grande guerre patriotique, et on apprend ainsi que cette cour, je dirais, de la guerre civile, que furent inaugurées les unités de barrage ou bataillons qu'on pourrait appeler bataillons d'arrêt. Ces bataillons furent chargés d'empêcher tout recul des soldats à coups de mitrailleuses. Souvenez-vous, Staline ne voulait pas de prisonniers, car pour lui, un prisonnier était forcément un traître. Alors, il y a des débats de spécialistes et d'experts dans ce domaine-là, où effectivement la question n'est pas tout à fait tranchée. Bien entendu, aujourd'hui nous avons assez de potentiel et d'informations et de documents concernant les exécutions massives, de ce qu'on a qualifié des lâches, des indisciplinés, et des méthodes qui furent reprises et amplifiées au cours de la Seconde Guerre mondiale, et l'armée rouge détient effectivement à ce moment-là un record mondial des exécutions de ses propres soldats, et plus particulièrement certains officiers. Alors, bien entendu, je ne vais pas rentrer dans le débat d'experts. Pour quelles raisons la Russie, enfin l'Union soviétique du moment, pouvait décliner. Hitler était aux portes de Moscou. La situation, alors je le déplore, mais il faut comprendre aussi à la lucarne des événements du moment, la situation pouvait basculer à tout moment. Les troupes du Troisième Reich pouvaient, par une simple erreur de bataille, occuper Moscou, et il en était fini de l'Union soviétique. Et plus particulièrement, cela a changé bien entendu la face du monde. C'est une des raisons pourquoi je me méfie des analyses à l'emporte-pièce sans appui réel et sérieux de la situation d'urgence dans laquelle se trouvait l'Union soviétique. Je ne cherche pas à justifier effectivement ce genre de méthode, mais prenons en compte la situation d'urgence du moment et pourquoi, je dirais, de telles pratiques. Alors, revenons, par exemple, à la cavalerie. Nous avons Gorgi Konstantinovitch Zhoukov, qui est son vrai nom, qui est né le 19 novembre 1896 à Strelkovka, au sud de Moscou, dans une famille de paysans pauvres. Et aussi, il suivit l'école primaire pendant quelques années, puis travailla chez un maître fourreur. En 1915, alors qu'il avait, je dirais, peine 19 ans, il fut incorporé dans la cavalerie et il fit son apprentissage militaire. Il fut, de l'époque, décoré de 2 médailles et devint sergent d'un peloton de sous-officiers monté au front en août 1916 et il y fut blessé. En février-mars 1917, favorable à la plateforme bolchevique,
car il avait la conscience de classe, il fut élu à la tête du soviet et de son escadron. Mais les mencheviks et les socialistes révolutionnaires obtinrent la majorité au soviet. Petit à petit, l'escadron se décomposa, pour ne pas parler de désagrégat, c'est-à-dire se désagrégea. Alors, bien qu'il faut comprendre que dans ses mémoires d'apparaître comme bolchevique de la première heure, malade, il n'intégra pas l'armée de la République bolchevique d'Ukraine, fondée par Antonov Ovtchenko. En octobre 1918, répondant à l'appel de mobilisation lancé par Trotsky, il rejoignit la jeune armée rouge, de nouveau, bien entendu, dans ce qu'il savait faire, ce pourquoi il avait été formé, la cavalerie, laquelle, bien entendu, joua un rôle durant une guerre civile, faite essentiellement de raids, de poursuites contre les unités blanches, des Cosaques, mais aussi des paysans révoltés et déserteurs. Alors, il s'agissait, bien entendu, moins de détruire l'adversaire dans des batailles rangées que de priver de ses bases. Ce fut, je dirais, une riche expérience pour Zhukov. C'est là où il comprit certaines stratégies. Mais elle ne lui apporta aucune compréhension de la guerre moderne. Je m'explique. Ce qu'on pourrait appeler ces nouveaux artefacts, ces nouveaux moyens de base, je dirais, à sa base d'un développement d'une nouvelle société en rupture de sa base industrielle. En revanche, je dirais qu'un ancien officier tsariste, Svetchine, analysant cette guerre de mouvements et de vastes opérations, y trouva les germes de ce qui deviendra ce qu'on pourra appeler ensuite, dans les écoles militaires, l'art opératif. Alors, qu'est-ce que l'art opératif? Bon, membre du parti bolchevique depuis 1919, Zhukov était monté en grade, admis, je dirais, à un cours avancé en gestion du commandement. Il y étancha sa soif de savoir, et c'est dans ce cadre qu'il fut initié à cet art opératif, dont il connut l'un des principaux artisans, Isseron. Alors, à cette théorie s'attache celui de Svetchine, des noms comme Triandafilov ou Tchoukatchevski, du caractère total de la guerre dans les sociétés industrielles. Ces théoriciens concluent à l'impossibilité de l'emporter rapidement par une seule bataille décisive. La guerre ne se gagne pas par l'accumulation de succès tactiques, mais par une série d'opérations, notion bien entendu au centre de leur réflexion. L'opération fait le lien entre la tactique, donc un objectif bien entendu limité, la stratégie, qu'on pourrait qualifier comme objectif global, à long terme, et il ne s'agit pas de détruire des éléments de l'armée adverse, mais de tronçonner, de paralyser, en annihilant ses centres vitaux. Zhukov, après, je dirais, ses échecs initiaux, s'avéra un remarquable planificateur et praticien de l'art opératif. Les campagnes de France, de Pologne, qui semblent contredire les théoriciens soviétiques, entérinèrent les Allemands dans l'illusion d'une victoire rapide et éclair en URSS. Les résultats désastreux de la politique démente de Staline, bien entendu, faillirent de leur donner raison, et l'utilisation par Zhukov de cette théorie témoigne du caractère avancé de la réflexion militaire russe, qui pourtant sera mise en sommeil par les purges de 1937 et 1938. Alors Zhukov, comme ses camarades officiers, vécut dans l'inquiétude de cette période de grande terreur, au cours de laquelle la théorie de l'art opératif passa à la trappe en même temps que ses promoteurs. Au commissariat de la Défense, heureusement pour objet que de l'envoyer en mission en Mongolie
où il connut son premier succès en battant les Japonais de Khalkhin à Gol en août 1939. Ce fut aussi une première application, et cela nous devons le noter, de la théorie des opérations en profondeur, ce qu'on pourrait qualifier comme étant la version non passive, donc offensive, de l'art opératif. Alors nous en arrivons effectivement à la Grande Guerre patriotique. La guerre contre l'Allemagne commença, il faut être honnête, et reconnaissons-le, par une série de désastres. Tukhachevski avait pourtant convaincu le pouvoir de moderniser et de mécaniser l'armée rouge, qui à l'époque disposait d'une énorme quantité de matériel, mais les conséquences ne se faisaient pas attendre. La purge de 1937 et de 1938 avait éliminé une grande partie des cadres de l'armée, remplacés par des hommes politiquement sûrs, mais malheureusement militairement peu compétents. En outre, je voudrais préciser que sous l'influence de Tukhachevski, qui oppose en cela Tsuetchine, l'armée rouge avait retenu essentiellement de la théorie opérative la version offensive et n'avait jamais été entraînée aux opérations défensives. Et l'attaque allemande, ma foi, en était la preuve, puisqu'effectivement, elle démontra que l'armée rouge n'était ni tsuetchienne ni tchoukachevienne, c'est-à-dire prête ni pour la défense, ni pour l'attaque, mais simplement stalinienne. C'est-à-dire que Staline ne fut pas un stratège, et ça a eu pour conséquence une désorganisation, je dirais, certaines formes de terreur et de rigidité. Alors Zhukov, chef d'état-major, avait sa part de responsabilité, bien entendu, dans ces échecs. Et il en tira les enseignements de cette terrible période et comprenait qu'il fallait réorganiser l'armée rouge, la divisant en unités plus légères, plus maniables, de retourner effectivement à une politique plus militaire, avec des grades, des hiérarchies, avec ce qu'on pourrait qualifier une armée plus ou moins classique. Alors, il semblerait qu'il ait aussi largement utilisé la répression des milliers de fusillés pour galvaniser les troupes. Alors, à vérifier, car il y a très peu de sources là-dessus. Il ne faut pas oublier que le nom de Zhukov est associé à la plupart des grands moments de la guerre à l'Est, la défense tout d'abord de Leningrad en 1941, puis en 1943 et en 1944, la défense de Moscou, fin 1941, les Allemands sont arrêtés et repoussés sur plus de 100 km, c'est le premier échec grave, je dirais, mis au compte de la Wehrmacht. Nous avons également la bataille de Stalingrad en novembre 1942, février 1943. Le plan élaboré par Zhukov et Vassilevski aboutit à la défaite de la 6e armée de von Paulus. L'armée rouge reprend confiance et Zhukov est nommé maréchal. La bataille de Koursk, juillet 1943, marque l'échelle de von Manstein. La Wehrmacht perd l'initiative stratégique définitivement passée dans les mains des Russes. Et c'est le grand tournant de cette guerre. L'opération Vistule-Oder, le 29 janvier au 4 février 1945, rappelez-vous, cette gigantesque opération conduit en un bond l'armée rouge à 70 km de Berlin, et ces derniers kilomètres seront difficiles à franchir. Les soldats allemands ayant trouvé de nouvelles raisons de combattre après les exactions de l'armée rouge, évoquées bien entendu dans différents rapports dont les pages sont assez saisissantes. Alors la conquête de Berlin, l'objectif plus symbolique et politique que militaire, elle fut d'autant plus coûteuse en vie que Zhukov et Koniev étaient en concurrence dans la course au Reichstag, bref à Berlin. Ce qui provoqua chaos et tirs fratricides entre unités soviétiques. Cela, bien entendu,
a été un peu masqué. Alors c'est Zhukov qui reçut la capitulation allemande le 9 mai 1945, signée par Kettel. Alors, que pouvons-nous retenir dans sa carrière civile et dans sa carrière politique, puisque, effectivement, Zhukov fut un grand maréchal, et je le déplore, Staline, même Khrouchtchev, n'ont pas su l'utiliser comme étant grand instructeur, grand formateur des écoles militaires. Beaucoup d'éléments auraient pu permettre à l'URSS, effectivement, de s'enrichir et de se développer, mais par la contrainte d'individus ayant un orgueil démesuré, cela a eu des conséquences, effectivement, sur la stagnation de l'URSS. Alors l'histoire de la Grande Guerre patriotique a été l'objet d'un traitement typiquement orwellien. Quand je parle de traitement typiquement orwellien, d'écriture et de réécriture en fonction des aléas de la politique du pouvoir. Là, bien entendu, ce n'est pas lié seulement à l'Union soviétique. Bon. Et ce fut, bien entendu, le cas également de l'image officielle de Zhukov, alternativement dévalorisée, ensuite survalorisée, et sa carrière politique en suivit effectivement les fluctuations. Alors, ainsi, après la guerre, il devient gouverneur de la zone d'occupation soviétique en Allemagne, avant la création de la RDA, de la République démocratique allemande. Mais Staline, dans sa paranoïa, se méfiait de sa popularité et l'envoyait, bien entendu, commander le district militaire d'Odessa. Devenu un fidèle de Khrouchtchev, et on le comprend ô combien, après la mort de Staline, c'est lui qui fut chargé de l'arrestation de Beria au cours d'une réunion du Politburo, et puis, comme nous l'avons pu le constater, il devient, plus tard, ministre de la Défense, avant d'être nouveau mis à l'écart. Bon. Alors, c'est en cela que je voudrais en parler. Il publie en 1966 ses mémoires, et je vous invite, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, de les lire, car elles sont fort intéressantes. Et dans ses mémoires, se présentant comme un personnage exemplaire, conforme dès sa jeunesse à l'idéologie de classe, mais cet ouvrage n'est pas exempt d'omissions. Bien entendu, il est toujours difficile pour un acteur de l'histoire d'être très objectif, surtout quand son analyse est somme toute personnelle. Alors même si certaines critiques ou certains spécialistes ont omis effectivement le fait qu'il y ait, je dirais, des omissions, des dissimulations, voire peut-être des modifications d'une certaine forme de vérité, ou même ce que certains qualifieraient de mensonge, même si dévoilant quelques vérités déplaisantes, sa publication devient, à l'époque, et devint finalement une affaire d'État. Et pour l'obtenir, Zhukov dut consentir à y faire figurer Brejnev au prix d'une scène, je dirais, rocambolesque de son invention. Alors Zhukov était conscient de la difficulté de concilier le nécessaire professionnalisme de l'armée et les exigences de Staline, qui n'était pas un militaire, à qui, effectivement, il resta toujours fidèle malgré tout. Car n'oublions pas que l'Union soviétique, même la Russie, pour ce qu'elle pouvait avoir d'existence, aurait pu mal finir et terminer comme étant un territoire très vaste pour le plan arien de Adolf Hitler. Et je vous passe, bien entendu, le nombre de camps de concentration qui auraient pu être mis en place pour liquider toute cette population que les nazis considéraient comme étant inférieure.
Bien, cela est un autre débat. Effectivement, même si Zhukov est resté fidèle à Staline, il a été confronté durant sa vie à la mégalomanie, à une certaine forme de perversité de ce dernier. Et pourtant, il osa s'opposer à lui lorsqu'il s'agissait des questions militaires. Ainsi, la bataille de Koursk, il fit triompher son point de vue sur celui de Staline et de Khrouchtchev, partisans d'une attaque préventive, et organisa de puissantes défenses en profondeur auxquelles se heurtèrent fatalement les Allemands. Je dirais, selon Zhukov, qui fut un homme de terrain, et effectivement, de théorie, joua un rôle dans les victoires soviétiques. Cependant, on peut regretter qu'effectivement, d'autres chefs militaires qui ont eu aussi, peut-être moins d'aura, mais leur importance, et qui ont su, par abnégation, s'engager aux côtés de leurs propres soldats. Alors, il faut bien comprendre qu'il fut difficile à l'époque de se frayer un chemin dans une telle situation de débâcle idéologique, militaire et effectivement de guerre mondiale. Mais justice doit lui être rendue, car ce maréchal, quelque part, et n'ayons pas peur de le dire, a également sauvé le monde libre. Alors, même si Staline était peu recommandable, il faut avouer que le triomphe de Hitler aurait eu des conséquences plus que désastreuses, et dont les alliés de la partie nord auraient eu plus à découdre avec, je vous passe le lot, bien entendu, de pertes humaines, de massacres, et finalement l'histoire aurait peut-être pris, alors c'est une spéculation, un autre virage qui aurait été peut-être plus dramatique. Voilà, je vous remercie, mais je pense qu'il fallait rendre justice à ce grand homme que fut le maréchal Zhukov, et ce modeste exposé est là pour le faire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.